Bonjour, je suis Steve Ursprung, le président fondateur de l'association Hypophosphatasie Europe. J'ai 46 ans, je suis célibataire sans enfant et je suis directeur adjoint d'une salle de spectacle en Alsace. Alors, chez moi, la perte prématurée des dents de lait a permis en fait le diagnostic de ma maladie. C'est un pédiatre qui l'a posé à 1 an et demi. Et ensuite, il y a eu, donc ça a permis de déceler la forme juvénile chez moi, donc c'est une forme modérée de l'hypophosphatasie, en faisant un prélèvement de 24 heures d'urine et une prise de sang pour le taux de phosphatase alcaline. Ensuite, j'ai eu une craniosténose, j'ai eu 7 fractures au fémur gauche durant l'enfance, des fractures qui étaient ou spontanées ou traumatiques. Et puis après, en tant qu'adulte, une fracture du coude suite à une chute de vélo, et puis une fracture pas au col, mais au fémur droit, qui a entraîné une diminution en fait entre les deux jambes des membres inférieurs de 9 cm et demi, qui nécessite en fait une paire de chaussures adaptée. Et depuis 1 an, je marche avec des béquilles. Alors à ça se rajoutent des fractures au doigt, suite à des chutes quand je me rattrape, ou des fissures et des fractures aux pieds. Beaucoup de douleurs chroniques, évidemment, qu'elles soient osseuses ou musculaires. Je prends pas d'antidouleurs pour camoufler tout ça, pour garder les sensations et rester à l'écoute de mon corps. Une grande fatigabilité et une diminution importante des capacités de déplacement, en fait. L'impact de l'hypophosphatasie sur ma vie s'est traduit en fait dans plusieurs domaines. Alors si on prend par exemple au niveau scolaire, j'ai eu beaucoup d'absences en fait quand j'étais enfant, liées à des hospitalisations suite à mes fractures. Au niveau psychologique, on a une grande maturité dès l'enfance quand on est atteint d'une maladie rare en général, et moi ça a été vraiment le cas. Là, une philosophie de vie aussi, on laisse tomber les petits tracas du quotidien pour vivre au jour le jour. Au niveau professionnel, évidemment, quand on passe un entretien d'embauche, pas facile de dire qu'on a une maladie rare. Et puis au niveau social, un isolement sentimental et amical réel qui est lié à un rythme de vie complexe imposé par la maladie et au handicap physique visible. Alors dans le futur, j'ai 2 espoirs principaux. Le premier, en fait, c'est que la thérapie par remplacement enzymatique, il y ait de nouvelles recherches qui soient faites sur cette piste-là, qui permettent de l'adapter au mieux dans les situations complexes de l'hypophosphatasie pour qu'elle puisse agir sur plusieurs formes. Et puis que la piste par thérapie génique, qui est développée par une équipe au Japon, puisse aboutir rapidement. Les connaissances sur l'hypophosphatasie ont fait un bond extraordinaire en 10 ans et cette maladie bénéficie aujourd'hui d'une première thérapie, ce qui est vraiment extraordinaire. Les réseaux de professionnels s'organisent aussi en même temps avec les centres de référence et de compétences, qui va permettre évidemment d'une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypophosphatasie ? C'est une maladie génétique osseuse et dentaire très rare. On compte entre 80 et 100 malades en France. Le spectre des symptômes est très large et il ne s'exprime pas forcément en intégralité chez chaque malade. Donc chaque malade est différent et unique. C'est vraiment important, cette notion-là. Alors les principaux symptômes qui sont les plus communs, on va dire, donc c'est la perte prématurée des dents de lait avant l'âge normal et sans traumatisme. Les dents tombent avec les racines complètes, des craniosténoses, des os déformés, des avant-bras ou des fémurs qui n'ont pas du tout des formes normales, des fissures, des fractures spontanées ou traumatiques, des crises d'épilepsie, beaucoup de fatigue, des douleurs chroniques. Il y a une variabilité aussi importante de l'humeur qui est régulière, et puis à ça se rajoutent aussi souvent des problèmes au niveau des poumons, des reins, du foie. Alors, si on fait un focus sur la forme la plus sévère de la maladie, c'est une forme qui touche les bébés dès leur naissance. C'est des bébés qui naissent sans trace osseuse au niveau des radios. Donc il n'y a pas de cage thoracique qui tienne les organes vitaux. Et tous ces bébés décédaient jusqu'à présent avec beaucoup de difficultés qui se cumulaient. Avec l'arrivée de la thérapie par remplacement enzymatique, ça vient bouleverser l'avenir de ces enfants, puisque la machine se remet en route après quelques semaines d'injection. Alors aborder la question de la gravité de l'hypophosphatasie et de sa perception dépend évidemment de la forme de la maladie, de l'âge,
dans lequel on est, enfin auquel on est, oui. Et ça varie évidemment d'un individu à l'autre. Il y a aussi le caractère de la personne qui fait qu'on perçoit les choses différemment. Lors de l'écriture du livre qu'on a écrit avec l'association, on a constaté en fait qu'il y avait deux profils de malades. La première, il y a ceux qui ont vécu depuis la petite enfance avec la maladie et qui du coup ont fait des deuils successifs et ont renoncé à un certain nombre de choses, qui du coup ont plus de facilité à accepter les nouvelles épreuves et à vivre avec la maladie. Et puis il y a la deuxième catégorie, ceux qui ont connu une vie normale, qui ont fait du sport, qui ont eu une vie professionnelle, une vie familiale, et qui du jour au lendemain, quand ils ont 30 ans, 35 ans, la maladie arrive et on doit, tout s'écroule en fait du jour au lendemain, et du coup c'est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile à accepter pour ces gens-là. Alors poser le diagnostic de l'hypophosphatasie, c'est loin d'être quelque chose de simple. Il est parfois réalisé à la naissance, souvent au moment de la perte prématurée des dents de lait, mais il y a aussi parfois des gens qui doivent attendre 40, 50 ans, ce qu'on appelle l'errance diagnostique, avant qu'on leur dise qu'ils ont l'hypophosphatasie. Donc des dispositifs de prise en charge devraient permettre, d'ici quelques années, de diminuer sensiblement ces délais. Parfois c'est un pédiatre, parfois c'est un rhumatologue, parfois ça peut être un dentiste ou un médecin généraliste qui pose le diagnostic. Alors on diagnostique que ce qu'on cherche, il faut donc tomber sur un professionnel qui soit curieux, qui va se poser des questions et chercher des pistes de réponse, d'explications à partir de tout petits indices. Les erreurs diagnostiques sont encore malheureusement toujours possibles, puisqu'il y a plusieurs maladies osseuses qui existent, notamment l'ostéogenèse imparfaite qu'on connaît parce qu'elle est un peu plus médiatique, ça s'appelle aussi la maladie des os de verre. Les symptômes se ressemblent, mais les causes ne sont pas les mêmes. Eux, c'est le collagène qui dysfonctionne, chez nous, c'est une enzyme. Et donc, du coup, les prises en charge ne sont pas non plus les mêmes. La ménopause de la femme et l'ostéoporose qui l'accompagne à ce moment-là vient par exemple aussi brouiller les pistes à ce moment-là de la vie. Alors on est toujours dans des cas atypiques quand on parle de maladies rares, et il faut donc rester humble et savoir prendre l'avis d'autres spécialistes ou d'autres confrères ou des centres experts qui existent pour affirmer en fait un point de vue. Le travail collégial permet souvent de limiter les erreurs. Alors parfois on atteint les limites aussi de la connaissance. Il n'y a pas de réponse en fait à une problématique, et dans ce cas-là c'est important d'échanger avec le malade. Souvent si c'est discuté, le malade accepte aussi plus souvent le résultat, même s'il n'est pas forcément positif à l'arrivée des courses, mais la discussion a eu lieu. C'est aussi extrêmement important d'associer les enfants à ces discussions-là. Ils sont capables de comprendre et c'est important pour eux d'être associés. L'annonce du diagnostic est un moment clé chez les malades et les familles, évidemment, et c'est un moment particulier qu'il faut bien soigner. Il permet de savoir contre quoi on se bat, et puis en plus chacun chemine différemment en fait par rapport à ce diagnostic. Il y a le refus au départ de la maladie en général, la déprime, ça a un impact évidemment sur la vie familiale plus ou moins important. Il y a l'acceptation après par la maladie, puisqu'il faut bien continuer d'avancer. Il y a l'envie d'en savoir plus et de se battre contre cette maladie, et puis de faire avancer les connaissances. Il est donc important de bien adapter l'information en fait, qu'on va donner aux malades par rapport à l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent, et puis aussi l'ancienneté de cette annonce de diagnostic. Il faut de la progressivité dans l'information qui est donnée. L'hypophosphatasie est-elle une maladie évolutive ? C'est souvent une question que les malades me posent et se posent. Lors de 2 colloques qu'on a organisés en 2007 et en 2012, l'ensemble des spécialistes étaient présents et j'ai posé la question, et aucun scientifique en fait ne vient corroborer cette hypothèse. Pour moi, l'hypophosphatasie en fait n'est pas évolutive. Je pense que c'est plus juste de dire que l'expression de la maladie se modifie au cours de la vie. Et il y a parfois des améliorations sensibles au niveau du corps, mais il y a aussi de nouveaux problèmes qui apparaissent. Alors un exemple pour illustrer cet aspect-là, sur ma dernière fracture, par exemple, qui a été opérée sans tenir compte de l'importante courbure que j'avais au niveau du fémur droit. Le résultat, c'est que j'ai 9 cm et demi de différence entre les 2 jambes. Cette situation crée de nouvelles douleurs pour moi au niveau du dos, mais qui peut en rien être imputée à une aggravation de la maladie. C'est simplement mécanique. Pourtant, j'ai l'impression de le vivre plus mal, quoi.
Hypophosphatasie Europe a été la première association de malades à se constituer à travers le monde en 2004 autour de cette maladie. Elle est née de ma volonté en fait de rompre l'isolement des malades et de leurs familles, de leur apporter des informations précises, vérifiées, mais aussi de stimuler la recherche pour faire avancer la connaissance et améliorer la prise en charge des malades. Alors le conseil d'administration de l'association, il est composé de malades, de familles de malades, mais aussi de bénévoles qui viennent donner un coup de main. Dès sa création, l'association a constitué un conseil scientifique international composé d'experts éminents, chacun dans des spécialités différentes, et il permet d'accompagner l'association, de la conseiller et de faire des choix éclairés. Année après année, l'association a réuni au sein du même consortium l'ensemble des experts, que ce soit des os, des dents, de la génétique, du phosphore, du calcium, pour que la prise en charge de la maladie soit prise dans sa globalité. Un malade, c'est un tout. Ce travail en réseau a été moteur dans les avancées de cette pathologie au niveau national, mais aussi international. Ça doit perdurer, ce travail doit perdurer et l'association doit en être le garant. Alors l'association s'est aussi impliquée fortement dans les 2 filières nationales de santé qui nous concernent, qui est la filière Oscar pour les os et la filière tête-cou-dents pour l'aspect dentaire. Elle suit avec intérêt aussi les premiers travaux des réseaux européens, les European Network, qui ont un réseau d'expertise au niveau européen. Après 14 ans, Hypophosphatasie Europe est maintenant un acteur incontournable de l'hypophosphatasie qui est connu et reconnu de tout le monde. Alors l'hypophosphatasie fait évidemment aussi un travail important pour les familles et pour les malades. Elle oriente les malades vers les experts en fonction des besoins et des problématiques qui sont évoquées. Elle est aussi là pour les écouter, les conseiller, les informer, accompagner les familles dans les démarches quand elles ont des difficultés.